Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Li Keqiang est en visite officielle en Malaisie. Lors de son discours au Forum économique Malaisie-Chine, il s'est engagé à renforcer la coopération financière avec la Malaisie. Le ministre français de la Défense a annoncé que le porte-avions envoyé pour lancer des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie serait opérationnel. Au Mali, un troisième groupe terroriste a revendiqué la responsabilité de la prise d'otages de vendredi dans un hôtel de la capitale Bamako. Le Conseil des affaires d'État de la Chine a émis une directive mettant l'accent sur la réforme des approvisionnements pour mieux satisfaire les besoins du public et accélérer l'échelle industrielle. Et enfin, la conférence mondiale du robot 2015 ouvre ses portes à Beijing aujourd'hui. Les visiteurs pourront voir les robots cuisiner, nettoyer et jouer au football. Et à la une de l'actualité, le Premier ministre chinois Li Keqiang est en visite officielle en Malaisie. Lors de son discours au Forum économique de haut niveau Malaisie-Chine, le Premier ministre chinois s'est engagé à renforcer la coopération financière avec la Malaisie. Il a déclaré que la Chine et la Malaisie prévoient d'augmenter le volume d'échanges bilatéral à 160 milliards de dollars d'ici 2017. La Chine offrira un quota de 50 milliards de yuan à la Malaisie, conformément au programme des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés du renminbi. Li Keqiang a demandé un effort conjoint de la part de la Chine et de la Malaisie pour stabiliser le marché financier et stimuler les investissements et la coopération commerciale afin de résoudre l'instabilité financière mondiale et d'autres problèmes économiques. Il espère que le développement de la Chine et de sa croissance de la demande interne permettront d'offrir des opportunités d'affaires aux entreprises malaisiennes. Li Keqiang a ajouté que d'ici les 5 prochaines années, la Chine s'attend à importer des biens étrangers de la valeur de 10 000 milliards de dollars. La Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est ont conclu un accord à Kuala Lumpur pour améliorer leur zone de libre-échange et développer la coopération dans le commerce et l'économie. Durant les négociations Chine-ASEAN, un accord a été signé pour améliorer l'accord de libre-échange au centre de convention de Kuala Lumpur et en présence du Premier ministre chinois et des dirigeants des 10 membres de l'ASEAN. L'amélioration de l'accord de libre-échange, la première de la Chine avec des partenaires commerciaux étrangers, a été conclue après seulement 4 séries de discussions qui ont officiellement commencé en août 2014. Couvrant une grande étendue de domaines comme les biens, les services, l'investissement et la coopération économique et technologique, l'amélioration aidera à réaliser l'objectif de renforcer le commerce bilatéral à 1 000 milliards de dollars d'ici 2020. Cela mettra en avant les négociations sur le partenariat économique complet régional et la zone de libre-échange de l'Asie-Pacifique. La Chine fournira 3,6 milliards de yuan d'aide gratuite aux membres les moins développés de l'ASEAN l'an prochain et mettra en place le deuxième versement du prêt pour l'infrastructure Chine-ASEAN d'une valeur de 10 milliards de dollars. La Chine propose que les institutions financières établissent une association de coopération financière asiatique pour renforcer la communication parmi les institutions financières régionales et l'intégration des ressources financières. Durant les rencontres entre le Premier ministre Li Keqiang et les dirigeants de l'ASEAN, les deux côtés se sont mis d'accord sur un plan d'action pour les 5 prochaines années pour le partenariat stratégique Chine-ASEAN. Les rencontres de cette fois entre la Chine et les dirigeants de l'ASEAN sont parvenues à d'abondants résultats. Elles ont adopté le plan d'action pour la mise en application de la déclaration commune sur le partenariat stratégique ASEAN-Chine pour la paix et la prospérité de 2016 à 2020. Le document inclut plus de 300 mesures coopératives, couvrant la sécurité politique, l'économie, l'humanité sociale et la coopération sous-régionale. C'est un plan global pour la coopération entre les deux côtés et un important soutien pour la construction de la communauté de l'ASEAN. La Chine est actuellement le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN et l'ASEAN est le troisième plus grand partenaire commercial de la Chine. Grâce à l'accord de libre-échange qui a pris effet en 2010, le commerce bilatéral Chine-ASEAN a été multiplié par presque 9, de 55 milliards de dollars en 2002 à plus de 480 milliards en 2014.
Dimanche dernier, les dirigeants des 10 nations composant l'ASEAN ont estimé que ce jour était historique. En effet, c'est ce jour-là qu'a été annoncée la naissance de la communauté de l'ASEAN. Mais cette journée qui aurait dû être fêtée a également été l'occasion de discussions pour le moins sérieuses entre les dirigeants du sommet de l'Asie orientale. Les questions de sécurité mondiale et de stabilité économique étaient à l'ordre du jour. Les 10 membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est entraient dimanche dans la fleur de l'âge. Le Premier ministre malaisien, cette année président de l'organisation, ainsi que d'autres dirigeants, ont déclaré que le 31 décembre prochain, l'ASEAN, aujourd'hui simple groupe régional, deviendra une communauté. Mais en réalité, et bien que l'association ait supprimé pratiquement tous les droits de douane, de nombreux obstacles demeurent avant de parvenir à une intégration économique complète. Il faut maintenant garantir la création d'un seul marché, une seule base de production, avec une circulation plus libre des biens et des services. Pour y parvenir, avec des critères communs, une connectivité bien meilleure et la suppression des obstacles qui font de nos frontières une entrave à la croissance et à l'investissement. Au sommet de l'Asie orientale, les dirigeants de l'ASEAN ont rencontré leurs homologues de 8 autres pays, parmi lesquels la Chine, les États-Unis et la Russie. L'ombre des récentes attaques terroristes perpétrées entre autres à Paris, mais aussi au Mali et en Égypte, a plané sur ces rencontres. Par conséquent, les questions de sécurité ont été mises à l'ordre du jour, ainsi que celles sur les tensions en mer de Chine méridionale. Les dirigeants ont également discuté des objectifs d'un marché plus ouvert et d'une coopération économique accrue. Les nations de l'ASEAN ainsi que leurs partenaires commerciaux tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde ont travaillé pour parvenir à des avancées sur un accord de libre-échange réunissant 16 pays. La date limite de cet accord, baptisé Partenariat économique global régional, a été repoussée à l'année prochaine. Les dirigeants des 10+6 ont fait une déclaration commune sur l'accélération de la clôture des pourparlers du Partenariat économique global régional. Je pense que chaque délégation devrait accélérer les négociations en fonction du consensus et des instructions des dirigeants en s'efforçant de mettre un terme aux pourparlers du Partenariat économique global régional dès l'année prochaine. Les dirigeants de l'ASEAN ont également révélé ce qu'ils appellent Vision 2025. Ils ont exprimé les objectifs pour les 10 prochaines années pour faire de la communauté de l'ASEAN non seulement un slogan ou une inspiration, mais surtout une réalité. Le ministre français de la Défense a annoncé que le porte-avions envoyé pour lancer des frappes aériennes contre le groupe État islamique en Syrie serait opérationnel aujourd'hui, lundi. Dimanche, lors d'une interview, Jean-Yves Le Drian a refusé de préciser quand les chasseurs du porte-avions allaient bombarder le territoire contrôlé par Daesh. Il a ajouté que la coalition devait viser la capitale de facto de Daesh en Syrie, Raqqa. Par ailleurs, un porte-avions américain vient de quitter les États-Unis pour un déploiement de 7 mois au Moyen-Orient. Ces mouvements surviennent quelques jours après que le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité des attaques de Paris qui ont fait 132 morts et poussé les pays européens à réévaluer la menace terroriste en Europe. La police belge a arrêté 16 personnes durant une opération menée dimanche dernier. Cela fait suite aux attentats du 13 novembre dernier à Paris où 132 personnes ont été tuées. Selon le procureur fédéral de Belgique, la police n'a pas retrouvé l'homme qui est suspecté d'avoir joué un rôle clé en France. Le bureau du procureur fédéral de Belgique et les juges d'instruction de Bruxelles, spécialisés dans les affaires terroristes, ont ordonné au total 19 perquisitions dans la région de Bruxelles. Au total, 16 personnes ont été arrêtées. Le juge d'instruction décidera demain de leur probable mise en détention. Jusqu'à maintenant, aucune arme à feu et aucune charge explosive n'ont été retrouvées. Salah Abdel-Salam ne figure pas parmi les personnes arrêtées. Le procureur a également indiqué que durant les raids menés dans la région bruxelloise dimanche dernier, la police avait ouvert le feu sur un véhicule, sans avoir la certitude si les individus à bord étaient liés ou non aux personnes recherchées. Dimanche dernier, le Premier ministre belge Charles Michel a annoncé que l'état d'urgence se poursuivait encore dans la capitale. Les personnes souhaitant se rendre sur leur lieu de travail ce lundi devront s'armer de patience face au retard prévu en raison de la fermeture de nombreuses lignes de transport en commun. Certaines entreprises ont déjà fait savoir qu'elles laisseraient leur personnel travailler depuis leur domicile.
Et les autorités de la capitale française ont diffusé le portrait d'un homme pouvant être le 3e terroriste du Stade de France. Il est demandé à toute personne reconnaissant cet homme de contacter la police. Parmi les 3 hommes ayant réalisé l'opération terroriste aux abords du Stade de France le 13 novembre, la police en a identifié un seul, Bilal, âgé de 20 ans. Les empreintes des 2 autres indiquent que les suspects sont passés par la Grèce. D'après un passeport syrien retrouvé sur place, l'un d'eux pourrait être Ahmad Al-Mohammad. Il n'a cependant pas encore été démontré que ce passeport n'a pas été volé. Au Mali, un 3e groupe terroriste a revendiqué la responsabilité de la prise d'otages de vendredi dans un hôtel de la capitale Bamako. Le Front de libération du Massina, qui avait été accusé d'avoir perpétré les précédentes attaques dans le sud du Mali, a revendiqué dimanche l'attaque. Al-Mourabitoun et Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont également revendiqué la responsabilité de l'attaque. Les enquêteurs affirment suivre plusieurs pistes après la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu qui a fait 19 morts. La France a dépêché une équipe d'enquêteurs pour aider le Mali dans son enquête. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a exhorté la Russie et les États-Unis à opérer en vue d'éradiquer le terrorisme. Ban Ki-moon a déclaré qu'il dévoilerait tout en début de l'année prochaine un plan complet pour lutter contre l'extrémisme et la violence. Le chef des Nations Unies a également indiqué qu'il comptait sur leur appui en vue de supprimer un ennemi commun. Tous ces terroristes et ces idéologies extrémistes devraient être combattus au nom de l'humanité. À cet égard, nous devons être unis. Nous devons faire preuve de solidarité globale pour lutter contre cet ennemi commun qu'est Daesh ou d'autres groupes extrémistes et terroristes. Direction l'Égypte où se déroule le second tour des élections parlementaires. L'une des plus grandes inquiétudes concerne le niveau de participation. Mais ce n'est pas la seule à la suite de l'accident d'avion russe le mois dernier dans le Sinaï. Malgré cela, la région maintient l'organisation du scrutin. Les Égyptiens ont voté dans 13 gouvernorats. Et cela inclut la région du Sinaï en proie au trouble. Un couvre-feu a été mis en place depuis plusieurs mois. Mais sa durée a été réduite pour permettre aux Égyptiens de se rendre aux urnes. Tout se déroule normalement. L'armée et la police ont sécurisé tous les bureaux de vote. Ma zone est loin du Sinaï, mais je veux assurer aux Égyptiens que nous nous sacrifierons pour leur sécurité. Il y a eu des craintes que les électeurs du Sinaï pouvaient être la cible d'attaques. Rien que le mois dernier, un groupe militant a ciblé et tué l'un des candidats du Nord Sinaï. Et pour la journée électorale, 160 000 soldats assurent la sécurité du pays. J'ai confiance dans les capacités de nos forces armées. Ils nous protégeront et bien plus encore. Nous sommes venus pour voter en soutien à notre pays et notre président. Et personne ne pourra nous effrayer pour nous empêcher d'exercer notre droit. Et même s'ils vont abattre chacun d'entre nous, nous dirons toujours que notre pays est le plus important. Mais tout comme lors du premier tour, peu de jeunes électeurs étaient présents dans les rues. Seuls 26% d'entre eux votaient au premier tour. Il s'agit de la phase finale de cette feuille de route politique qui a débuté lors de l'éviction en 2013 de l'ancien président Mohamed Morsi. Et malgré les menaces sécuritaires dans le pays, par exemple dans des régions sensibles comme le Sinaï, tous espèrent mettre un terme à cette transition d'ici la fin de l'année. Et nous poursuivons cette édition avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse vendredi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3780,92 points, en baisse de 0,55%. L'indice des actions B a clôturé à 375,89 points, en baisse de 1,19%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2374,07 points, soit une baisse de 0,75%. Et l'indice des actions B a clôturé à 1207,69 points, en baisse de 0,53%. La bourse de Tokyo n'a pas ouvert ce lundi. Le Conseil des affaires d'État de la Chine a émis une directive sur le développement lié à la consommation. Cette directive met l'accent sur la réforme des approvisionnements pour mieux satisfaire les besoins du public et accélérer l'échelle industrielle. Cette ligne directive souligne le rôle décisif du marché de l'allocation des ressources. Les services, l'information, les produits verts et les produits de mode font partie des secteurs prioritaires du document.
Conformément au document, la Chine accélérera l'innovation industrielle, institutionnelle, améliorera l'environnement de la consommation, augmentera les approvisionnements efficaces et optimisera les politiques de soutien de croissance. Les mesures pratiques créeront une supervision de meilleure qualité, une protection des consommateurs et faciliteront les politiques de visa pour les visiteurs étrangers. La consommation nationale sera le moteur clé du futur développement économique de la Chine. Et alors que le marché immobilier chinois continue de se tasser, le marché de la capitale chinoise a connu une hausse soudaine du niveau des transactions au cours de la deuxième moitié de l'année. Cette année, le volume total des ventes de terrains à Beijing devrait dépasser celui de l'an dernier pour battre un nouveau record. Certains experts voient dans cette hausse inattendue un regain de confiance chez les investisseurs, mais d'autres experts appellent qu'il s'agit plutôt d'une ruée soudaine des promoteurs immobiliers désirant sécuriser leur part de marché en prévision de la pénurie future de terrain dans la capitale. Les ventes de terrain à Beijing devraient franchir le seuil symbolique des 200 milliards de yuan cette année, soit plus de 31 milliards de dollars. Il s'agira alors d'un record historique enregistré dans le marché de l'immobilier de la capitale. Les statistiques montrent que les ventes mensuelles des nouvelles zones résidentielles ont quasiment augmenté de 50% au cours des 10 premiers mois de l'année 2015. Cela s'accompagne d'un nouveau record dans le prix moyen du mètre carré dans la capitale chinoise, qui a atteint 34 000 yuan au mois d'octobre dernier. Les volumes enregistrés sur le marché immobilier de Beijing sont à un niveau exceptionnel. Les ventes globales annuelles atteindront, selon toute vraisemblance, un nouveau record. Cela s'explique principalement par le fait que la demande sur le marché immobilier de la capitale a peu diminué par rapport à l'offre existante. L'offre foncière à Beijing est en constante diminution, alors que la densité à l'intérieur de la ville atteint déjà des sommets. Les promoteurs immobiliers se disputent désormais les terrains situés en périphérie de la capitale. Certaines zones s'arrachent à des prix 50% plus élevés que le niveau classique. Les experts rappellent que l'offre foncière n'atteindra pas les objectifs fixés par le gouvernement. La municipalité de Beijing prévoyait de mettre sur le marché près de 18 millions de mètres carrés cette année. Mais jusqu'à présent, on constate que seulement 12 millions de mètres carrés ont été octroyés. Ainsi, nous anticipons une forte baisse de l'offre foncière à la fin de l'année 2015. D'autres experts ont fait connaître leurs inquiétudes relatives à la ruée actuelle des promoteurs immobiliers qui tentent d'arracher les dernières parcelles de terrain disponibles dans la capitale. Et ce, alors que le niveau de stock des appartements vides à travers le pays est à son plus haut niveau. La conférence mondiale de la robotique 2015 a commencé à Beijing aujourd'hui. Les visiteurs peuvent voir des robots faire à manger, faire le ménage et jouer au football. L'événement comprend un forum, une exposition et une compétition internationale de robots pour les jeunes. L'officiel du ministère de l'Industrie et de la Technologie d'information, Wang Jianyu, a déclaré que la Chine s'efforcerait à rendre ses robots industriels forts et qu'elle développerait plus de robots pour un usage personnel dans les 5 prochaines années. Et l'industrie automobile chinoise a vu ses ventes de véhicules automobiles augmenter en octobre par rapport à celles de l'année dernière, alors qu'au cours de la première moitié de cette année, la production et les ventes de véhicules avaient été les plus faibles depuis 8 ans. Les constructeurs automobiles locaux ont augmenté leur part de marché grâce au boom des ventes de véhicules SUV, également appelés crossover. Cette industrie connaît de profonds changements. Les SUV ont été les vedettes du salon de l'automobile de Guangzhou qui s'est ouvert vendredi 20 novembre dans la ville du sud de la Chine. Alors que les Chinois s'enrichissent et sont souvent limités à l'achat d'un seul véhicule dans les grandes villes, les SUV constituent une perle rare sur le marché automobile. Jusqu'au mois d'octobre, les ventes de SUV ont fait un bond de 46% en glissement annuel dans un marché global qui n'a augmenté lui que de 1,5%. Environ 32 nouveaux modèles de SUV sont attendus en Chine cette année. Et bien que les prix soient serrés et la croissance affaiblie, les experts affirment qu'il reste des possibilités. Il est vrai que le marché a un peu ralenti cette année à cause de l'état de l'économie et de la crise du marché financier. Mais dans l'ensemble, le marché n'est pas vraiment arrivé à un point de saturation. C'est probablement le cas dans certaines grandes villes, mais dans la majorité des villes chinoises, il reste encore beaucoup de possibilités pour l'industrie automobile de se développer.
Il reste donc des opportunités pour les ventes de SUV. La Chine a abandonné la politique de l'enfant unique. Nous pouvons clairement observer que de nombreuses familles souhaitent passer d'une berline à un SUV pour sa sécurité, son confort et son intérieur spacieux. Lorsque vous avez une famille, un enfant, vous savez qu'un SUV, c'est ce qu'il vous faut. Même si vous avez 2 enfants, un SUV semble plus adapté qu'une berline. C'est donc pour cette raison que les SUV sont très populaires en Chine et que leurs ventes continuent de croître. Mais dans le futur, lorsque les gens auront leur second enfant, ils se tourneront vers les véhicules 7 places. C'est également une option dans un futur proche. Mais l'hiver est arrivé. Les prix ont chuté de 3,4% au cours des 9 premiers mois de cette année, ce qui constitue une baisse encore plus importante que celle de 1,2% pour l'ensemble des véhicules de tourisme. La fragmentation du marché signifie également que les modèles les plus vendus ne font plus autant de recettes qu'avant. Les 10 modèles de SUV les plus vendus en Chine ne représentaient que 34% du marché en septembre contre 64% en 2010. Les ventes de nouveaux SUV auront très probablement du mal à égaler les marges de profit généreuses accumulées ces dernières années. Hier, dans la matinée, à environ 8 heures, heure de Beijing, l'Airbus A350, le nouvel avion de ligne gros porteur, a atterri pour la première fois sur le sol chinois. L'Airbus A350 représente la nouvelle génération d'avions de ligne fabriqués en France après le lancement de l'A380 et jusqu'à présent, seuls 9 avions sortis des lignes d'assemblage du site de Toulouse ont été livrés à travers le monde. L'Airbus A350 nouvelle génération adopte les dernières avancées technologiques en matière de conception des pneumatiques, mais également pour le fuselage et les ailes. Pour la première fois, le matériau composite à base de fibres de carbone est utilisé pour une fabrication industrielle à grande échelle. Le nouvel Airbus est également doté de la dernière génération de moteurs conçus et fabriqués par Rolls-Royce. L'aspect extérieur se caractérise par ses hublots grand format et la cabine de pilotage reprend pour l'essentiel l'ensemble des fonctionnalités de l'Airbus A380. L'intérieur de l'Airbus A350 a été sensiblement élargi. L'avant de l'appareil a été agrandi pour permettre aux passagers de profiter d'un espace plus important. Les compartiments à bagages offrent désormais plus de place, tout en augmentant le confort global des passagers. Une zone réservée pour le repos du personnel de bord, ainsi qu'un espace pour permettre aux femmes de se maquiller en toute intimité, ont été spécialement conçus. L'Airbus A350, qui vient tout juste d'atterrir à Shanghai, a été livré le mois dernier à la compagnie aérienne Finnair. Actuellement, seules 3 compagnies dans le monde exploitent le nouvel avion de ligne d'Airbus. Le 21 novembre dernier, cette A350 avait décollé d'Helsinki pour effectuer son premier vol commercial direct vers Shanghai. Depuis plusieurs jours, la Chine connaît des conditions météorologiques extrêmes, alors que dans le nord du pays, les températures baissent et de fortes chutes de neige pénalisent leurs déplacements. Le sud du pays profite des températures particulièrement clémentes pour cette période de l'année. Un point sur la situation. Des tempêtes de neige ont balayé une large partie du nord de la Chine. La circulation routière a été perturbée, des avions ont été cloués au sol et des TGV retardés à Beijing, Tianjin, dans la province du Hebei, ainsi que la région autonome de Mongolie intérieure. Dans la capitale, plusieurs milliers de personnes et des centaines de véhicules ont été mobilisés dimanche pour déblayer les routes. Par ailleurs, 300 vols ont été annulés à l'aéroport de Beijing. Les autorités chargées de l'enseignement ont fait savoir que les écoles des régions montagneuses de la capitale chinoise resteront fermées ce lundi en raison de la neige. Par ailleurs, la station météorologique de Beijing met en garde, évoquant des routes verglacées et de possibles tempêtes de neige. Dans la région autonome de Mongolie intérieure, les responsables publics ont également fait état de risques de blizzard. Ils ont appelé à entretenir les routes, les voies ferrées ainsi que les services de télécommunication. D'autres chutes de neige sont attendues ce lundi en Mongolie intérieure et dans les provinces du nord du pays, comme le Shanxi et le Hebei, mais aussi à Beijing et Tianjin. Par ailleurs, le sud de la Chine connaît des températures exceptionnellement clémentes pour la saison. À Guangzhou, le mercure a atteint 30 degrés Celsius. D'après les statistiques des stations météo locales, entre le 8 et le 19 novembre, la température maximale enregistrée était de 26,4 degrés Celsius, soit une augmentation de 4,4 degrés Celsius en glissement annuel. Cependant, cette situation ne devrait pas durer. En effet, un front froid venu du nord devrait s'abattre sur la province du Guangdong dès mardi. On s'attend à une chute des températures de l'ordre de 10 degrés Celsius.
Les récompenses annuelles de Golden Horse sont venues couronner les vainqueurs lors d'une cérémonie qui s'est tenue samedi soir à Taipei. Les prix des Golden Horse font partie des plus prestigieux pour les films en langue chinoise. Et le trophée du meilleur film revient à L'Assassin. Le trophée du meilleur réalisateur revient à Hou Xiaoxian et son film L'Assassin. Comme attendu, le réalisateur taïwanais Hou Xiaoxian et son film L'Assassin ont obtenu les deux récompenses les plus convoitées, meilleur film et meilleur réalisateur, dans cette intense compétition de la 52e édition des Golden Horse, samedi soir à Taipei. L'Assassin était nommé dans 11 catégories et a récolté les plus hautes récompenses pour la cinématographie, la production et les effets. La cérémonie des Golden Horse est considérée comme l'équivalent chinois de l'Académie américaine des Oscars et a sélectionné 39 films sur les 427 présentés cette année, et ce, dans 22 catégories. La cérémonie des Golden Horse est devenue l'une des plus importantes pour les films chinois dans le monde. Nous devrions continuer à travailler ensemble afin d'améliorer encore les Golden Horse. Un autre grand moment de la cérémonie fut pour Feng Xiaogang, réalisateur réputé de la partie continentale de Chine, qui a remporté le trophée du meilleur acteur pour son portrait d'un gangster âgé dans la comédie Mr. Six. Feng n'a pas participé à la cérémonie, devant être présent à un concert de musique à Beijing pour promouvoir le film Mr. Six. Et au nom de Feng, le réalisateur de Mr. Six, Guan Hu, a récupéré le trophée et transmis quelques mots de Feng. Je ne suis pas Feng Xiaogang. Je viens simplement vous transmettre son message original. Je pense que l'on devrait me remettre le trophée du meilleur nouvel acteur car je suis nouveau dans ce cercle-là. Et avoir le trophée du meilleur acteur au début de ma carrière ne me laisse que peu de place pour mon développement à l'avenir. L'Oscar de la meilleure actrice est revenu à Carina Lin pour sa performance dans Sing Ye Flower. Les films de la partie continentale du pays ont obtenu une part croissante au niveau des nominations. Le directeur de la partie continentale, Jia Zhangke, a remporté le trophée du meilleur scénario pour son film Mountains May Depart. Et Ben Merceden a remporté la récompense de la meilleure adaptation scénaristique pour son film Tarlo. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.